Au début de l'année 2024, le monde est en ébullition avec une nouvelle étrange mais presque invisible. Une opération de police a eu lieu dans une boîte de nuit de Dubaï, aboutissant à l'arrestation de plusieurs inconnus. Officiellement, les autorités annoncent des violations des lois migratoires et des soupçons de blanchiment d'argent. Mais tout se tait. Les correspondants des grandes chaînes ont reçu le signal clair de ne pas enflammer le sujet. Mais quelques mois plus tard, des fuites ont fait surface dans la presse, en Europe et aux États-Unis. L'affaire s'est avérée bien plus grave qu'une simple fraude financière. Il s'agissait de l'enlèvement de jeunes filles, de la violence et de la traite de mannequins désespérés qui ont été cyniquement vendus comme esclaves modernes. Les auteurs étaient liés à une organisation clandestine opérant sous plusieurs formes. Ils attiraient des femmes, pour la plupart des mannequins, des hôtesses ou de simples banlieusardes, à la recherche d'argent facile, pour les faire travailler dans des établissements de luxe, puis leur confisquaient leurs passeports et les soumettaient à une exploitation systématique et à des actes de violence. On dirait le scénario d'un film d'horreur, mais c'est pourtant le système mis au jour par une enquête à laquelle ont participé des agents internationaux des États-Unis et d'Europe. Au centre de ces affaires se trouvaient des personnes puissantes qui semblaient jusque-là intouchables. Mais cette fois, grâce à une chaîne de preuves, la police a pu les mettre au jour. Selon l'enquête, l'idée de vendre des filles lors de ventes aux enchères privées et de photographier leurs abus sous la forme de dark content existait depuis le début des années 20. Le groupe, dirigé par Khalid Ahmed, utilisait des décorations somptueuses et promettait des salaires élevés. Les filles, dont beaucoup s'étaient rendues à Dubaï à la recherche d'argent rapide, étaient prises au piège. Elles étaient enfermées, dépouillées de leurs papiers et forcées de participer à des actes de violence sophistiqués qui étaient filmés par des caméras et des vidéos. Ce matériel était ensuite vendu pour des sommes colossales sur le Darknet à des collectionneurs de ce type de contenu dans le monde entier. Le cas d'Amanda Roberts a été l'un des facteurs décisifs dans la découverte du gang. Elle est arrivée à Dubaï au début de l'année 2024, prête pour un travail bien rémunéré dans l'événementiel. Elle disparaît rapidement, ne répondant plus aux appels de sa famille. Son amie, Lillian Spencer, a commencé à avoir des soupçons lorsqu'elle a remarqué d'étranges divergences dans son emploi du temps et dans les personnes qui amenaient et ramenaient les filles. Lillian contacte Jack Stone, qui, à l'époque, était déjà sous couverture et suivait les itinéraires du réseau criminel. Ensemble, ils ont rassemblé les faits et ont trouvé le chemin menant à une villa de luxe, à la périphérie de la ville. C'est là, selon les informations opérationnelles, qu'un studio a été installé, dans lequel des photos et des vidéos des abus ont été prises. Ces images étaient ensuite diffusées sur le Darknet à l'intention des élus. La plupart des victimes ont été tuées après des tortures prolongées, car il était risqué de laisser des témoins. Le point culminant a été une découverte. La police a découvert qu'Amanda était retenue captive dans une pièce souterraine. Lorsque les forces de l'ordre ont effectué une descente, la jeune fille a été libérée. Elle était dans un état épouvantable, avec de nombreuses blessures. Elle a néanmoins pu identifier certains des ravisseurs et raconter les atrocités subies par d'autres. Mais la découverte la plus horrible était à venir. Parmi les fichiers saisis sur les disques durs, ils ont trouvé une série de 100 photos représentant le corps démembré d'une autre fille, dont le nom n'a jamais été établi. Dans les documents, elle passait sous le nom de code Jane Doe. D'après les dates des fichiers EXIF et l'environnement des images, il a été déterminé que tout cela s'est déroulé approximativement au milieu de l'année 2024, quelques mois avant les arrestations. Les images montrent un processus horrible, depuis les premiers signes de violence jusqu'au démembrement complet. Les enquêteurs ont dû recourir à une aide psychologique, tant ces photos étaient choquantes. Les experts ont découvert que la jeune fille figurant sur ces images
avait probablement été vendue comme esclave après avoir refusé d'obéir aux ordres et tenté de s'enfuir. La police scientifique n'a pu qu'établir son âge approximatif, 20 ou 21 ans, d'apparence caucasienne. Tout indique qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Aucun enregistrement vidéo n'a été trouvé lors de la perquisition. Apparemment, ils avaient été détruits ou cachés. L'opération s'est déroulée en juillet 2024. 9 personnes ont été arrêtées en même temps, dont Khalid Ahmed et Mark Ellison. Ils ont trouvé non seulement des matériaux compromettants, mais aussi des documents indiquant tout un réseau de fournisseurs de produits vivants, provenant de différents pays. Les preuves choquantes semblaient indiscutables. La communauté internationale s'attendait à une enquête très médiatisée et à un procès public. Mais une chose étrange s'est produite par la suite. L'affaire a rapidement été classée comme « enquête confidentielle » et la formulation des communiqués de presse est restée extrêmement vague. Officiellement, le groupe est accusé d'enlèvement et de meurtre. Les journalistes étaient présents au début du procès, mais ont ensuite été priés de quitter la salle en raison de la nature sensible du matériel. Finalement, les sentences ont été prononcées à huis clos. Des sentences vagues, sans aucun détail sur les charges retenues. Le bruit a couru que les autorités ne voulaient pas toucher à la question de la traite des êtres humains à l'intérieur de leurs propres frontières, et encore moins aux photos brutales qui se sont retrouvées sur le Darknet. Des témoignages ont rapidement été découverts, dont celui d'Aline Basset, 28 ans, originaire de la banlieue de Marseille, en France. Selon son entourage, Aline tourne depuis longtemps autour de l'industrie de l'escorte et ne cache pas qu'elle cherche beaucoup d'argent pour de courts contrats à l'étranger. Lorsqu'on lui a proposé un voyage à Dubaï au début de l'année 2024, elle a accepté avec joie. « On m'a dit, amusez-vous dans un endroit luxueux, gagnez une somme d'argent avec laquelle vous pourrez vous acheter un appartement », se souvient-elle. J'ai pris l'avion de mon plein gré, sans aucun soupçon. Mais à son arrivée, Alina a été confrontée au même scénario. Son téléphone lui a été confisqué et il lui a été interdit de quitter la porte d'embarquement sans être escortée. On lui a proposé d'être photographiée dans un style provoquant. Puis, des éléments de violence sont apparus. Dans un premier temps, elle a été contrainte de poser nue, entourée de gardes qui lui auraient tordu les bras de manière stylistique. Mais très vite, l'affaire s'est transformée en véritable passage à tabac. J'ai été frappé lorsque j'ai dit « non » pour la première fois, s'est souvenu Alina lors de son interrogatoire. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une séance photo ordinaire. La révélation la plus effroyable pour Alina a été l'information sur l'album photo le plus cher, où l'une des victimes a été conduite à la mort. Les gardiens ont dit « cette semaine-là, dans une autre villa, une personne a été tuée exprès pour tout filmer image par image. Ils ont payé une énorme somme d'argent. J'ai alors compris que je pouvais être le prochain si je n'écoutais pas. Cela m'a paralysé, et ces monstres étaient heureux. C'est notre record de recettes. » Alina a déclaré, horrifiée, qu'elle avait entendu parler de chiffres avoisinant plusieurs dizaines de milliers de dollars pour un ensemble de photos, voire plus. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il s'agissait d'une activité extrêmement lucrative pour eux. Je n'ai pas vu les meurtres de mes propres yeux, mais j'ai cru qu'ils les avaient vraiment vus, à en juger par leurs conversations où ils se moquaient des victimes. Ils disent « le client aux États-Unis est satisfait ». Lors de l'opération organisée par les forces de l'ordre, Alina Basset se trouvait dans l'une des arrière-salles avec plusieurs autres filles. Lorsqu'elle a entendu le bruit et les cris, elle s'est dit « c'est l'occasion de s'échapper ». Les gardes étaient occupés à résister à la police. Alina a couru dans le couloir où elle a été interceptée par des officiers masqués qui l'ont d'abord prise pour une complice, mais ont vite compris qu'elle était une victime. Au cours des interrogatoires qui ont suivi sa libération, Alina a raconté en détail les actes qu'elle avait subis, comment elle avait été forcée à se violer devant une caméra et comment elle avait vu d'autres séquences de torture réelles.
Son témoignage a servi de base à l'inculpation de plusieurs personnalités d'Al-Hilal. C'est grâce à son témoignage que les enquêteurs ont confirmé les rumeurs concernant l'album photo le plus horrible, dans lequel la jeune fille assassinée était photographiée image par image. Le rétablissement d'Alina a pris de nombreux mois. Physiquement, elle s'en sort pas trop mal par rapport à d'autres, mais la marque morale reste à jamais. On dit qu'elle a quitté la France par crainte de représailles de la part des membres restants du gang. On sait qu'Alina a voulu le dire publiquement plus d'une fois, mais on l'a prévenue des risques. Tout ce qu'il reste de cet épisode, ce sont les documents de service et son profil dans le dossier. Elle est considérée comme l'une des preuves les plus importantes que le réseau clandestin de Dubaï n'a pas seulement imposé des rapports sexuels, mais a également tué des personnes pour une forme extrême de divertissement devant les caméras. Lorsque les noms de Gabriella Smith et d'Alina Bassett sont apparus dans les dossiers du réseau clandestin Al-Hilal, les enquêteurs étaient persuadés que leur sort n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les deux jeunes filles ont survécu, bien que fortement traumatisées. Cependant, parmi les références documentaires, il y avait tout un groupe de victimes qui n'ont jamais vu leur libération. Certaines de leurs histoires se sont perdues dans le secret. Mais l'une d'entre elles, bien que fragmentaire, a fait surface, l'histoire de Lauren Darnell, 22 ans, qui s'est terminée de manière tragique. Les enquêteurs ont découvert le nom de Lauren dans l'un des protocoles mentionnés par Alina Bassett. Alina a mentionné que la liste des personnes disparues comprenait une jeune fille des États-Unis, Lauren, qui s'est retrouvée dans l'endroit le plus dangereux d'Al-Hilal. Personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé à l'époque. Lauren Darnell, originaire de Détroit, rêvait de s'installer à Los Angeles et de devenir actrice. Elle avait des références en matière de mannequinat, une silhouette élancée, et fuyait la vie quotidienne de sa ville natale dans l'espoir de gagner rapidement de l'argent. Lorsqu'un agent nommé Jared Blaine lui propose un poste promotionnel spécial à Dubaï, Lauren se décide en février 2024. C'est ma chance. 2 semaines et je pourrai économiser pour déménager en Californie. Personne ne l'a averti que la même organisation criminelle qui avait vendu les filles en esclavage était à l'enseigne de la fête VIP. Dès les premiers jours, selon des témoins oculaires qui se sont échappés par la suite, Lauren a compris qu'elle serait filmée non pas en tenue de mannequin, mais dans des scènes d'humiliation. Ils lui ont confisqué son téléphone et son passeport et lui ont interdit de résister. Les captives se sont souvenues que Lauren avait répété à haute voix « Vous n'avez pas le droit, je suis citoyenne américaine ». Mais en réponse, elle recevait des coups et des menaces. À ceux qui ont tenté de la soutenir, les gardiens ont expliqué « Fermez votre bouche ou vous disparaîtrez aussi ». Après environ 1 semaine de séjour de Lauren dans la villa, l'horrible nouvelle est tombée. Lauren est achetée pour une séance photo spéciale. C'est ainsi que les gardiens ont formulé la chose, en disant que le client paierait une grosse somme d'argent pour filmer la jeune fille pendant quelques jours et prendre une série de photos d'un réalisme extrême. En fait, elle était mise à l'entière disposition d'un sadique qui voulait enregistrer chaque étape de l'abus. Les filles ont chuchoté pour réconforter Lauren, et elle a elle-même pleuré, ne comprenant pas comment une telle chose était possible dans le monde moderne. Mais le chef de la sécurité a dit « Vous irez dans un autre endroit, vous irez dans un autre endroit. Il y aura besoin d'un personnel dur. Promettez de ne pas faire de bruit. » Il est peu probable que Lauren ait réalisé qu'elle se dirigeait vers une mort certaine. Elle pensait peut-être endurer quelques jours de violence et revenir. Mais ce lieu était un complexe caché où des clients particulièrement pervers réalisaient des reportages photos avec la victime jusqu'à la mort. Selon l'enquête, ce service était vendu pour des dizaines de milliers de dollars sur le Darknet. À en juger par les enregistrements fragmentaires, Lauren Darnell n'est pas revenue dans le groupe principal. Les captifs n'ont entendu que des rumeurs.
Elle a été emmenée et on ne l'a jamais revue. Plus tard, plusieurs photographies saisies lors de la perquisition ont confirmé la réalité du meurtre de Lauren. Le disque contenait des séquences portant la mention LD Footage. On y voit la jeune fille brutalement battue, forcée à poser et, à la fin, elle gît déjà inconsciente, couverte de sang. L'examen médical n'a fait que confirmer que ces photos ne sont pas des mises en scène, mais de véritables scènes de mort documentées. C'est ainsi que les autorités, dans des documents secrets, ont confirmé la mort de Lauren. Cela a choqué même certains agents, car il s'agit d'un meurtre froid et élaboré à des fins de contenu et de profit. Selon des données indirectes, lorsque l'organisation Al-Hilal a été couverte, elle a pu identifier le client qui avait ordonné de tirer sur Lauren. Il s'est avéré être un homme riche, mais il s'en est probablement tiré avec une peine minimale. Les meneurs responsables de la vente ont reçu leurs conditions secrètes. Cependant, l'histoire de Lauren Darnell, ainsi que celle des autres victimes, n'a pas été rendue publique. Ses parents, comme les parents de nombreux disparus, n'ont pas reçu d'explication officielle, seulement une explication évasive. Votre fille a été déclarée morte, l'affaire est en cours d'examen, les détails sont secrets. Pour compléter le tableau du réseau criminel Al-Hilal, les enquêteurs ont trouvé des informations sur une autre tragédie dans des volumes fermés. Les sœurs Hadiya et Aisha Khan, âgées de 23 et 19 ans, qui avaient voyagé depuis Karachi. Leurs noms sont à peine mentionnés dans la presse. L'affaire est classée. À la mi-février de l'année 2024, Hadiya, l'aînée, reçoit d'un agent qu'elle connaît l'offre de se rendre aux Émirats pour un défilé de mode. La jeune fille a reçu l'assurance que le tournage ne prendrait que 3 jours et que le paiement serait effectué à l'avance. Elle persuade sa jeune sœur de se joindre à elle. En même temps, vous verrez Dubaï, vous vous reposerez. Ses parents sont d'accord. Ils promettent que les filles seront sous la supervision d'une société de production respectée. Les sœurs s'envolent pour Dubaï le 22 février. Dès l'aéroport, elles ont été accueillies par un chauffeur sans les documents de la société invitante, mais avec des formulaires prêts à l'emploi pour le retrait des passeports, pour simplifier les procédures de visa. 2 jours plus tard, la communication avec les sœurs a été coupée. Le dernier message vocal que Hadiya a réussi à enregistrer a été coupé à la phrase suivante. « Ils nous emmènent dans une villa privée en dehors de la ville. Tout est trop fermé ici. » Selon le groupe de renseignement d'Interpol, la villa où les jeunes filles ont été emmenées appartenait au même fonds offshore que celui apparu dans l'affaire Gabriella Smith. C'était l'un des studios où étaient tournés les épisodes les plus coûteux. Des témoins captifs ont ensuite affirmé que Hadiya et Aisha avaient été annoncés comme un duo exotique pour une collection en édition limitée. Cette phrase était le signe d'un contrat mortel. Le client exigeait que le matériel soit utilisé jusqu'à une fin irréversible, afin que personne ne puisse jamais connaître la vérité. Les sœurs ont été emmenées dans une villa du désert d'Al-Qudra, où Al-Hilal avait installé un studio pour les commandes spéciales. Les prisonniers qui ont témoigné par la suite ont rappelé que Khadija et Aïcha avaient été immédiatement soumises à un contrat duo. Un client du Darknet payait pour une série de photographies avec une fin irréversible. Pour le gang, cela signifiait torture, tournage et meurtre. Les filles étaient battues et pendant les pauses, elles étaient forcées de poser nues, chaque pas étant enregistré par des caméras. Le 24 février, une rumeur s'est répandue au sein du réseau concernant la préparation d'une opération spéciale internationale. Les meneurs décident de se débarrasser de la marchandise pour ne pas laisser de témoins. Cette même nuit, les ouvriers travaillant dans la villa reçoivent l'ordre de construire une fausse cloison dans le couloir technique. Hadiya et Aïcha, enchaînées l'une à l'autre, sont conduites dans une niche d'un peu plus d'1 mètre de large. Les filles ont imploré la pitié, mais on leur a seulement mis des pinces en plastique autour des poignets. Puis,
Brique par brique, la cloison a été remplie de plâtre frais. Les sœurs ont rendu leur dernier souffle dans la poussière qui flottait dans l'air. Quelques semaines plus tard, en juillet, les forces de sécurité ont franchi les portes de la même villa. En inspectant le sous-sol, les sapeurs ont remarqué un pan de mur qui semblait neuf. En brisant le plâtre, ils ont découvert à l'intérieur 2 silhouettes mutilées. Les ongles arrachés, les sillons profonds dans le plâtre et la poussière blanche dans les bronches, constatées par les pathologistes, ne laissent aucun doute. Les jeunes filles ont été emmurées vivantes et elles sont mortes d'étouffement et de choc. Traumatiques un jour avant l'assaut, cette scène a choqué même les agents expérimentés. Les experts légistes ont constaté que la couche de plâtre avait commencé à durcir environ 24 heures avant le raid, ce qui signifie que l'ordre de liquider les otages a été donné dans la précipitation, seulement après avoir entendu parler de la fuite. Dans les effets personnels des criminels, des transactions en crypto-monnaie d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été trouvées, en paiement du contenu de la finale, la version publique du verdict dans l'affaire Al-Hilal ne semblait sévère que sur le papier. Khalid Ahmed, 45 ans, a été condamné à 15 ans de colonie à régime strict. Cependant, derrière les portes closes du tribunal, un scénario complètement différent s'est déroulé. Les chefs d'accusation ont été réduits à fraude financière, évasion fiscale et violation des lois sur l'immigration. Et la traite des êtres humains, les viols et les meurtres sous contrat n'ont été mentionnés qu'en passant, comme s'il s'agissait d'épisodes mineurs. Pas un mot n'a été dit sur le corps démembré de la femme, enregistré sur 100 images. Le juge a déclaré que les images n'ont pas de rapport direct avec les articles économiques incriminés. La session elle-même a été soudainement clôturée. Officiellement, cette décision a été expliquée par la nécessité de protéger la morale publique contre des documents choquants. Mais des initiés ont affirmé que la véritable raison était un accord officieux. Un fonds d'investissement affilié à Ahmed a déposé entre 60 et 80 millions de dollars sur les comptes du tribunal, les répartissant entre un fonds d'indemnisation, les frais et plusieurs initiatives caritatives. Une fois l'argent arrivé, la salle d'audience a été vidée de ses journalistes, les transcriptions ont été classées et la mention « confidentielle » a été apposée de façon permanente sur les preuves. Les associés d'Ahmed s'en sont tirés avec presque rien. 3 cadres supérieurs ont été condamnés à des peines de 3 à 5 ans, avec sursis, assorties d'une mise à l'épreuve et du droit de circuler librement dans l'Émirat. 5 agents de sécurité et chauffeurs ont été libérés sur leur propre engagement de coopération volontaire à l'enquête. Seuls 2 des auteurs, qui n'ont pu être innocentés par les preuves vidéo, ont été condamnés à 7 et 8 ans et ont été autorisés à compter le temps déjà passé dans le centre de détention, ce qui a réduit la peine réelle de près de la moitié. Les parents et les proches des victimes ont envoyé des dizaines de lettres demandant que l'affaire soit requalifiée en meurtre et en esclavage sexuel, mais ils ont reçu des réponses passe-partout. L'enquête est terminée et aucune nouvelle. Infraction n'a été identifiée. Les avocats des 6 familles ont tenté de contester le verdict, mais leur demande a été rejetée au motif que les corps de nombreuses jeunes filles n'avaient pas été officiellement identifiés et que, par conséquent, leurs proches n'ont pas le statut procédural d'une victime. En conséquence, Ahmed a été officiellement condamné à 15 ans de prison, mais après quelques mois, ses avocats ont commencé à parler d'une possible réduction de la peine à 10 ans en cas de bonne conduite et de versement régulier au fonds d'indemnisation. Des centaines de gigaoctets de vidéos d'enlèvement, de tortures et de meurtres ont disparu dans des entrepôts spéciaux et ont été en partie détruits sous le prétexte de protéger le public de contenus traumatisants. Les familles des victimes n'ont jamais bénéficié d'une indemnisation ou d'un jugement équitable. Un fonds créé ostensiblement pour les paiements a distribué l'argent à des projets humanitaires non divulgués.
Ainsi, l'un des cas les plus brutaux de traite des êtres humains a été réduit à une banale affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Des millions de dollars payés pour le silence ont transformé une chaîne de viols et de meurtres rituels en une note de bas de page statistique. Et les noms des jeunes filles dont la vie a été interrompue dans des villas de Dubaï ne sont restés que dans les dossiers poussiéreux d'archives fermées. C'est tout ce qu'il y a à dire. Si vous souhaitez que davantage de personnes entendent parler de telles enquêtes, veuillez aimer, vous abonner et partager cette histoire avec vos amis. Merci de votre attention. À bientôt dans les prochains numéros.